Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci d'écouter cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité présentée par Jota Miratouzi. Voici les grandes articulations. Le procès autour de la légitimité des organes dirigeants du parti CNL, principal parti de l'opposition au Burundi, a été mis en délibéré au cours de cette semaine par la Chambre administrative de la Cour suprême. Le verdict est attendu dans 2 mois. Le Burundi s'apprêtait à opérer un recensement des maisons et des parcelles des centres urbains dans 6 communes des 4 provinces, mais des interrogations se posent au niveau des conflits en cours autour du droit de propriété de certaines d'entre elles, donc à qui reviendra la prérogative de les faire enregistrer. Et 6 ans après la promesse du chef de l'État aux retraités du secteur public burundais de toucher une pension équivalente au dernier salaire, l'Office national des pensions et des risques professionnels ONPR a commencé l'enregistrement de ces retraités au cours de cette semaine pour les régulariser, une étape saluée par ces derniers. Tout de suite, les détails. Rétro Hebdo. Le procès opposant l'honorable Agathon Rwasa, ancien président du parti CNL, à la nouvelle direction de cette formation politique, ouvert depuis plus de 2 ans devant la Chambre administrative de la Cour suprême, a été mis en délibéré ce jeudi 16 juillet et le verdict sera rendu dans un délai ne dépassant pas 2 mois. Les 2 parties avaient été convoqués ce jeudi pour l'audience publique au fond, mais les représentants de la direction actuelle du parti CNL ne se sont pas présentés à l'audience. Le député Agathon Rwasa s'est réjoui de la mise en délibéré de ce dossier, tout en demandant que cette affaire soit traitée avec diligence. Les précisions de Clélia Kangundi. Pour ce 3e rendez-vous d'audience au fond après le 27 février et le 25 février 2025, sans que le camp de l'actuel président du parti CNL, Nestor Girukishaka, ne comparaisse, la Chambre administrative de la Cour suprême a décidé de mettre l'affaire en délibéré pour ne statuer que sur pièce via les conclusions des partis en conflit autour de la légitimité de la présidence de ce principal parti de l'opposition, comme le prévoit la procédure judiciaire. Le président de la Chambre administrative de la Cour suprême, qui était aussi président du siège pour ce jeudi, a décidé de mettre en délibéré cette affaire. Un verdict est attendu dans 2 mois, précise-t-il. Un ouf de soulagement alors pour le camp Rwasa Agathon et Agathon Rwasa lui-même qui était présent à l'audience. Pour nous, nous trouvons que c'est tout à fait conforme et donc nous ne pouvons qu'attendre justement que la Cour suprême, dans sa chambre administrative, nous appelle pour nous communiquer les résultats de leur analyse dans nos dossiers respectifs. Selon lui, la suite réservée à la décision sera connue après le prononcé, même s'il se dit confiant dans l'issue du procès. Et en ce qui concerne les élections présidentielles de 2027 qui se profilent, Agathon Rwasa n'exclut pas la possibilité de se présenter en candidat. Nous sommes toujours prêts, même si les entraves ne manquent pas. De toute façon, nous ne voyons pas de candidats en face qui peuvent peser dans la balance. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. Tout ce que nous demandons, c'est que la partie aux côtés du pouvoir revienne à sa conscience, qu'ils comprennent que ce pays c'est le nôtre et que la démocratie, s'il faut parler d'élection, élection signifie compétition et compétition ne veut pas dire qu'il y a du suivisme. Nous avons la conscience tranquille, nous connaissons les problèmes du Burundi, nous connaissons la situation du Burundi. Ce n'est pas les projets de notre pays qui nous manquent. Il reste seulement que l'espace soit ouvert aux citoyens parce que les élections c'est une matière citoyenne. Tout a commencé en 2023 avec l'ordonnance du ministère de l'Intérieur qui a suspendu les activités de ce parti en invoquant des irrégularités dans l'organisation de plusieurs congrès internes. En mars 2024, un congrès extraordinaire organisé à Ngodi a abouti à la destitution d'Agathon Rwasa de la présidence du parti CNL et à l'élection de Nestor Girukishaka comme nouveau président. Estimant avoir été évincé de manière illégale, Agathon Rwasa avait saisi alors la Chambre administrative de la Cour suprême afin d'obtenir l'annulation des décisions issues de ce congrès. La direction du parti CNL, dans un communiqué publié le même jour, a expliqué qu'elle ne s'est pas présentée parce qu'elle estimait que le procès est encore au niveau de la forme et que la Cour est en train de traiter les exceptions qu'elle a soulevées
Elle a également indiqué que son absence était motivée par des réseaux de sécurité. Selon elle, certains groupuscules coordonnés par l'ex-président du parti CNL et ses acolytes tentent toujours de perturber la sécurité des défendeurs à chaque fois que la Cour suprême a convoqué l'audience. La direction du parti CNL affirmait dans son communiqué avoir porté ses préoccupations à la connaissance de la Cour en lui demandant de les examiner au préalable. Toutefois, elle a regretté qu'à la date de l'audience, la Cour ne se soit toujours pas prononcée aux exceptions soulevées. Des citadins de la capitale économique Bujumbura qui utilisent les réseaux sociaux demandent aux autorités de prendre des mesures contre les Burundais qui tiennent des propos injurieux et diffamatoires sur ces plateformes. Ils dénoncent le fait que certaines personnes se permettent de tels comportements en se prévalant de leur statut ou de leur position. Ils expriment également leur inquiétude, estimant que ces discours pourraient raviver des conflits similaires à ceux qu'a connus le pays par le passé. Ils ajoutent que ces contenus ont une influence négative sur l'éducation et les valeurs de la jeunesse, compte tenu de ce que les voient et suivent sur les réseaux sociaux. Écoutez ce micro-baladère. Il y a des messages de haine qui passent sur des réseaux sociaux. Ils ne craignent rien et ils osent même injurier les autorités du pays. Tout le monde tire attention sur l'identité de la personne qui ose utiliser ce genre de messages dont les autres ont peur de le dire. On peut du moins manquer d'explications. Ils déshumanisent. S'ils t'injurient sur ces réseaux sociaux à cause de ton mauvais comportement, là-bas, il n'y a pas de souci. Les conséquences sont énormes car ceux qui suivent ces réseaux sociaux sont nombreux. Aujourd'hui, ton enfant prend ton téléphone et le déverrouille et accède au TikTok et Facebook. Et en faisant des recherches, quand il tombe sur ces messages, il les capte directement. Il les propage partout. Compte tenu à ce qu'on diffuse, la jeunesse d'aujourd'hui, même les enfants de l'école maternelle savent manipuler les androïdes et lisent ce qu'ils voient, donc ils deviennent indécents. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui useraient les responsabilités. Si vous avez l'amitié à une certaine autorité, ils considèrent les autres comme des petits liens et cela s'interprète différemment. Il y a des gens sur ces plateformes qui s'expriment librement et arrivent même à t'emprisonner comme ils le veulent grâce à une force qu'ils détiennent et ils ne sont pas du tout interpellés pour l'interrogatoire sur ces messages haineux. Comme je n'ai pas d'habitude de mener ce genre de discussion, tu peux m'insulter et je me réserve et les sanctions sévères à l'endroit des récalcitrants s'avèrent nécessaires. Ma proposition est que les techniciens à la matière devraient suivre de près l'origine des messages afin de sauvegarder notre culture. Les lois doivent absolument réprimer ces discours ethniques et divisionnistes. Et bien qu'il existe déjà au Burundi la loi sur la cybercriminalité, Alexis Niyibigira, spécialiste des questions de gouvernance et observateur des enjeux liés à la justice transitionnelle, estime que les autorités devraient la reviser et l'adapter à l'évolution des technologies et des réalités actuelles. Selon lui, les discours de haine diffusés à travers les outils numériques peuvent avoir des conséquences graves, allant jusqu'à provoquer des actes de violence meurtrière. Il cite à cet égard l'exemple de la situation actuelle qui prévaut en Afrique du Sud. Cet expert explique également que des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour propager des discours de haine portent souvent des blessures ou des traumatismes hérités du passé. Écoute. Le message de haine, c'est toute une communication qui est orale, écrite, visuelle, qui est diffusée sur les différents réseaux, qui incite les gens à se faire violence, qui humilie les autres, qui menace, ou alors même qui incite à la discrimination. Par rapport au contexte du Burundi, ces messages sont particulièrement très dangereux à les de notre histoire du pays. Ils peuvent donc raviver les traumatismes du passé, accroître la méfiance entre les communautés. Voir par exemple en Afrique du Sud où ces jeunes sud-africains considèrent que les étrangers sont des usurpateurs de l'emploi et que ce sont des bêtes à abattre. Normalement, quand on n'a pas de paix intérieure, on donne ce qu'on a. Ces gens-là aussi peuvent être connus un passé qui est douloureux. Moi, je dirais qu'il faut plutôt promouvoir un langage
en dialogue, l'écoute et le respect des différences. Je dirais aussi au gouvernement, surtout, de veiller au respect des lois. Il est vrai qu'il y a plusieurs plateformes qui sont utilisées ici dans le monde. C'est bon aussi d'adapter la loi par rapport aux plateformes qui utilisent ces mots qui tuent, ces mots déshumanisent. Il y a même qui se déguisent, qui utilisent ces réseaux sous forme de pseudonymes. C'est bon aussi qu'on puisse adapter la loi pour qu'on puisse vraiment la ramener par rapport au contexte des médias, au contexte de technologie, d'information, de communication qui avance en très pas galopant. Pour dire qu'on devrait aussi adapter la loi par rapport au contexte. Rétro Hebdo. Vous écoutez toujours la rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indonie Culture. L'hôpital de Kigamba, inauguré il y a 2 ans en commune Changuzo de la province Buhumuza, c'est à l'est du pays, demeure toujours inachevé. L'infrastructure n'a jamais connu un raccordement électrique à part d'autres travaux non achevés. La population bénéficiaire est désolée et déplore encore un problème d'accès aux structures sanitaires. Le bureau provincial de la santé tranquillise néanmoins que la machine est en marche pour répondre aux préoccupations communautaires. Les précisions de notre correspondant Pantaleo Nakartiman. 2 ans viennent de s'écouler. Après la remise de l'hôpital, c'était en 2024. Aujourd'hui, aucun service n'y est, pas de personnel, ni de médicaments. Pour la population, la perte est incommensurable du fait que l'on accède aux services de santé à peine aux hôpitaux de Muyinga, Karusi et Kibuye, loin de chez eux. La perte est réelle à cet hôpital. Les malades effectuent toujours de longs trajets et dépensent énormément vers Muyinga, alors que l'hôpital devrait être utile aux habitants d'Ogitanga, Shinge, comme l'hôpital de référence. Une femme de cette localité craint une péremption et inconvénence des machines suite à leur unicité. Ce matériel peut se détériorer. C'est comme une maison non occupée. Moi, je suis entrée à l'intérieur et j'ai réalisé que le risque est énorme, quoique le stock soit sous surveillance. Prosper Wigenda Kumana, médecin provincial de Buhumuza, confirme cet état de fait, mais révèle que la cause n'est que le non-raccordement à l'électricité. Pour le fonctionnement de cet hôpital, on a besoin d'un transformateur. Selon ces précisions, l'on était prêt l'année dernière à ouvrir les portes de cet hôpital, mais avec l'offre du marché, il y a eu surfacturation, d'où la rupture du contrat. Pourtant, il souligne que l'on a prévu au cours de cette année budgétaire la reprise des activités à hauteur de 2 milliards de 900. Quant à la péremption des équipements, Prosper Wegenda Kumana, médecin provincial, souligne qu'aucune équipe va bientôt être déployée pour récupérer ces appareils en faisage dans des hôpitaux en service en attendant le démarrage de soins à cet hôpital. Vous saurez que certains équipements, comme la radiographie numérique, feront usage de l'électricité en quantité suffisante. Depuis la commune Changuzo, province Buhumuza, Pantaleo Nakartimana, Radio Indonie Culture. Une journée consacrée au contrôle et à l'application des sanctions contre les personnes qui n'ont pas respecté les dispositions en vigueur relatives à l'hygiène et à l'assainissement le long des principaux axes routiers sera désormais fixée chaque semaine. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu ce vendredi. Selon le secrétaire général de l'État, Jérôme Niyonzima, le principal constat est que les responsables administratifs à la base n'ont pas suffisamment joué leur rôle dans la sensibilisation et la mise en œuvre de ces dispositions, ce qui a conduit à certains citoyens ainsi qu'à des services de l'État à ne pas les respecter. Suivez-le. De manière générale, le constat est que le travail a été bien fait par les ministres et les responsables de cette activité jusqu'au gouverneur de province. Mais les administrateurs communaux, les chefs de zone, les chefs de collines et quartiers n'ont pas assuré suffisamment le respect dans la mise en application de ces mesures. Par ailleurs, certains services de l'État n'ont pas suivi le rythme en matière d'hygiène et d'assainissement, surtout le long des axes routiers. Les recommandations suivantes ont été formulées.
Les administrateurs communaux, les chefs de zone, les chefs de quartier doivent impulser la mise en application des dispositions de l'ordonnance relative à l'hygiène et l'assainissement. Une journée consacrée au contrôle du respect des dites dispositions et l'application des sanctions prévues à l'encontre des contrevenants doit être fixée chaque semaine et communiquée à la population. Tous les services, à commencer par les services de l'État, qui n'ont pas suivi le rythme en matière d'hygiène et d'assainissement, doivent être sensibilisés pour qu'ils le fassent le plus rapidement possible. Les sociétés chargées de la collecte des déchets ménagers doivent être bien organisées en veillant notamment à prévenir les situations de conflit d'intérêts qui s'observent dans certaines sociétés. Des retraités du secteur public burundais se réjouissent du fait qu'ils ont commencé à être pris en charge par l'Office national des pensions et des risques professionnels ONPR en sigle après un décret présidentiel du 26 juin dernier et après 6 ans de demande de régularisation. Cependant, se rencontrer au siège de l'ONPR ce vendredi pour se faire enregistrer à cette fin craignent que certains d'entre eux ne bénéficient pas de cette opération puisqu'ils viennent dans des coins reculés et que le temps imparti à cette opération est court puisqu'elle prendra fin ce lundi. Les précisions de Dieudonné Nyanzigami. Après 6 ans d'attente, les retraités qui demandaient que la situation soit régularisée ont commencé à ces derniers jours à déposer les dossiers auprès de l'Office national des pensions et des risques professionnels ONPR. Après un décret présidentiel, ces anciens fonctionnaires de l'État se disent satisfaits de cette démarche. L'opération est du moins rapide. Dès ton arrivée, tu te présentes le nom et le prénom, ton matricule de l'ONPR et ils font la saisie au niveau de la machine et tout de suite, ils te donnent la réponse. Nous sommes dans plusieurs catégories. Je suis retraité de 2023. Ils ont dit d'amener notre matricule sur laquelle nous nous sommes payés au dernier mois avant d'aller en retraite. Cependant, certains affirment qu'ils viennent de loin. Ils soulignent que certains d'entre eux auront les difficultés de se rendre jusqu'à cet établissement public. Ils estiment que l'État devrait décentraliser cet organe étatique afin de faciliter l'accès aux services comme le témoigne ici. Cet septuagénaire originaire de la localité de Butaganzwa en province de Butanyerera, rencontré sur place. Simplement, tous les bureaux sont centrés à Bujumbura. Les plus âgés et les handicapés auront les difficultés d'y accéder. Qu'ils les décentralisent. En Ngozi, il y a un seul bureau, mais il ne fonctionne pas. D'autres retraités s'inquiètent également du délai accordé pour cette opération qui doit prendre effet le 20 juillet de cette année en cours. Selon eux, cette échéance pourrait avoir des conséquences à ceux qui n'auront pas encore déposé les dossiers à temps. La période de l'opération est courte. Il y a ceux qui ne parviendront pas à avoir ces frais de pension révisés suite au retard du message. À cause de cette courte durée, il y aura seulement un petit nombre de retraités qui va en bénéficier. Face à toutes ces préoccupations, nous avons tenté de joindre le directeur général de l'ONPR, Jean-Anastase Hichuburundi, pour plus de précisions, mais sans succès, selon les dispositions qui doivent être appliquées conformément au décret numéro 100/082 du 26 juillet 2026. L'article 2 précise que les retraités issus des secteurs de la justice, des forces de sécurité, ceux qui avaient des contrats de travail et les mandataires politiques, le taux de remplacement de départ est fixé à 60% du dernier salaire net mensuel. Lancement officiel ce mardi à Bujumbura des activités de recensement des propriétaires des maisons et parcelles dans les centres urbains des 6 communes et des 4 provinces du Burundi. Un recensement proprement dit qui va durer plus d'un mois à partir du mois d'août prochain. Les précisions avec Crystalise Hareliman. Ce recensement durera entre 1 mois et demi et 2 mois et portera sur les terres et les bâtiments situés dans les grandes villes du pays afin d'identifier les propriétaires des terres et des bâtiments dans ces villes, comme l'a déclaré Nicolas Ndaishimiye, directeur général de l'Institut national des statistiques du Burundi, INSBU. Ce recensement vient pour répondre à un besoin du pays, d'avoir des titres fonciers sécurisés et digitalisés. Pour conduire ce processus, nous avons besoin d'avoir des informations de base sur les titres déjà existants, sur les responsables des parcelles, que ces parcelles soient bâties ou non, qui sont en milieu urbain.
Cependant, certains responsables administratifs et des zones concernées par son recensement ont exprimé des inquiétudes à ce sujet, surtout en ce qui est surtout des terres en situation de litige, comme l'a soulevé Alexis Havyarimana, l'administrateur de la commune de Nahangwa en province de Bujumbura. Il y a des parcelles ou des propriétés foncières qui sont en litige, soit entre l'État et un citoyen ou entre deux citoyens. Comment alors ce recensement sera-t-il réalisé? Le directeur général de l'INSBOUR a répondu que pour les terres qui font l'objet de litige, ils seront enregistrés tout en mentionnant l'état d'avancement du dossier judiciaire concernant ce terrain. Si une parcelle est en conflit, on devra mentionner entre qui oppose le conflit et cela nous conduira à savoir combien de parcelles existent au Burundi et combien de parcelles en situation conflictuelle avec référence du dossier en justice. Une autre question a été posée par Karim Ebizoza, un cadre de la primature qui a demandé comment les terres appartenant au Burundi vivant à l'étranger seront enregistrées. Il y a des parcelles, des personnes qui sont à l'étranger. Sera-t-il facile de les recenser ou ces propriétés foncières? À cela, Nicolas Ndaïchimier explique que les propriétaires de ces terrains enverront les représentants munis d'une procuration. Pour ceux qui sont à l'étranger, nous avons prévu que cela envoie des procurations. En tant que techniciens, nous pensons aux éventuels obstacles. Selon le directeur général de l'Institut, ce recensement sera réalisé dans 6 communes de 4 provinces, Nahangwa, Mukaza et Mugere de la province de Bujumbura, commune de Rumonge de la province de Burunga, la commune de Gitega dans la province de Gitega et la commune de Ngozi dans la province de Butanyerera, avec un coût estimé à plus de 2,855 milliards de nos francs. Rétro Hebdo. L'enseignement des métiers gagne du terrain à Bubanza, c'est dans la province de Bujumbura. Le centre d'enseignement des métiers local enregistre une forte augmentation des inscriptions avec un nombre croissant de diplômés et même de fonctionnaires qui souhaitent acquérir des compétences professionnelles. Malgré cet engouement, le centre reste confronté à un manque de matériel pédagogique et de lieux de stage. Les précisions de notre correspondant Alexis Heshiman. Le centre d'enseignement des métiers de Bubanza connaît cette année une affluence exceptionnelle. Selon son directeur, près de 60% de nouveaux inscrits sont déjà titulaires d'un certificat ou d'un diplôme et certains exercent même déjà dans la fonction publique. La filière couture reste la plus prisée. Plus de 93% des apprenants y sont des filles. En revanche, celles-ci sont encore très peu nombreuses dans les filières de menuiserie et de maçonnerie. Cette dynamique est soutenue par le projet Ngugura Kiza, financé par l'Union européenne, et mise en œuvre par l'organisation Wealth Hanga Hirf. Ghislaine Gatassi affirme que cet appui permet au centre d'enseignement des métiers, aux élèves, stagiaires et aux artisans partenaires de travailler dans de meilleures conditions. Mais le centre fait encore face à plusieurs difficultés. Certaines filières manquent de matériel pédagogique et les entreprises capables d'accueillir les stagiaires restent insuffisantes, alors que les stages représentent 80% de la formation dans le système dual. Le conseiller de l'administration de Bubanza appelle à la création d'un centre d'enseignement de métiers dans chaque zone afin de rapprocher la formation technique des jeunes. Pour sa part, le directeur général chargé de l'enseignement technique et professionnel au ministère de l'Éducation nationale invite les parents à encourager leurs enfants à prendre un métier pour augmenter leurs chances d'emploi. Il annonce également que les centres d'enseignement des métiers de Chibitoke et Rumonge disposeront d'internats dès l'année prochaine. Il précise enfin que les titulaires des certificats de formation professionnelle pourront prochainement accéder à l'enseignement supérieur technique. Alexis Neshimana, Bubanza, Indodiculture. Au contraire, en commune de Kayanza, dans la province de Butanyerera, le nombre des inscrits reste très faible et continue de diminuer d'une année scolaire à l'autre dans les centres d'enseignement des métiers pareils. Les précisions de notre correspondant Jean Ahiman. Selon Jean-Paul Zourabanao, directeur communal d'éducation à Kayanza, les 6 centres d'enseignement des métiers établis dans cette même commune comptaient 48 élèves durant l'année scolaire 2024-2025, dont 27 filles. Au cours de l'année scolaire 2025-2026, ces mêmes écoles n'ont accueilli que 31 élèves, parmi lesquels 16 filles. Les filières les plus demandées, dit Jean-Paul Zourabanao, sont l'élevage et la couture. Les garçons, eux, s'orientent davantage vers la menuiserie et la maçonnerie, tandis que les filles choisissent principalement la couture. Les causes de cette baisse et des effectifs, poursuit-il, ne sont pas encore clairement identifiés.
Toutefois, certains jeunes interrogés à ce propos estiment que des métiers comme l'agriculture, l'élevage et la couture peuvent s'apprendre directement auprès des personnes expérimentées sans passer par une école professionnelle. Jean-Paul Zohabonayo fait aussi remarquer que ces établissements font également face à un manque de support pédagogique dans certaines filières. À titre d'exemple, les sections agricoles ne disposent souvent pas de terrain permettant aux élèves d'effectuer les travaux pratiques. Dans d'autres cas, des équipements existent, mais les enseignants qualifiés pour les utiliser font défaut. Jean-Paul Zohabonayo encourage ainsi les jeunes qui n'ont pas poursuivi leurs études après le cycle fondamental à intégrer les écoles professionnelles. Il rappelle que même certains diplômés de l'enseignement secondaire général, notamment les sections langues et sciences, choisissent ensuite de suivre une formation professionnelle et réussissent aujourd'hui à vivre de leur métier. Depuis la commune Kayanza en province Boutanyerera, Jean Naïman pour la radio Indon Culture. Entre-temps, le ministère de l'Éducation annonce que plus de 44 000 bancs pupitres ont déjà été fabriqués dans le cadre du programme du gouvernement visant à résoudre le problème du manque de bancs pupitres dans les écoles baptisées Zéro Enfant Malassi. Dans une conférence de presse tenue au cours de cette semaine, le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, a déploré cependant que dans certaines communes, les bancs pupitres qui ont été fabriqués ne répondaient pas aux normes requises et les communes respectives devraient les refaire. Écoutez-le. Du côté du gouvernement, un budget de 18 milliards a été mis à la disposition des communes pour fabriquer des bancs pupitres destinés aux écoles qui en avaient besoin. L'évaluation partielle de cette campagne au 30 juin 2026 montre que 25 499 bancs pupitres ont été fabriqués à travers le budget général de l'État et ces bancs pupitres sont déjà disponibles. 3123 bancs pupitres ont été fabriqués sur le budget des communes et 16 369 bancs pupitres ont été fournis par les partenaires, soit au total 44 993 bancs pupitres. Comme la fabrication est encore en cours, une évaluation définitive sera faite au 15 août 2026 pour mieux se préparer à la rentrée scolaire prochaine. Même si le travail de fabrication de bancs pupitres est en cours dans toutes les communes de notre pays, nous avons malheureusement constaté que dans certaines communes, les bancs pupitres ont été fabriqués sans respect des spécifications techniques qui leur avaient été préalablement données. Nous leur demandons de corriger cette imperfection partout où cela a été constaté. C'était le ministre burundais de l'Éducation, François Habyarimana. Et c'est la fin de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité qui a été présentée par Jotam Miratouzi. Gardez l'écoute. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité.